La justice est purement arbitraire, jamais complètement objective, ni particulièrement efficace. En outre, elle met à l'écart les originaux, condamne les marginaux. Elle n'a qu'un seul combat, elle n'a qu'une seule valeur. Le conformisme. La justice ne fait pas progresser la société, elle la freine. Se battre pour un idéal et être hors la loi, ce n'est pas paradoxal. Bien au contraire. Peut-être la justice humaine cause-t-elle plus de maux qu'elle n'en compense. Sûrement plus qu'elle n'en prévient, et certainement plus qu'elle n'en répare. Dès lors, pourquoi se plier à elle? Pourquoi ne pas plutôt nous déplier, contempler, juger nous-mêmes cette grande machine à torturer, et en définitive, se rendre compte qu'elle est bien déréglée. Alors je vous entends. Je vous entends. Si les coupables ont raison, mais où va le monde? Tous ces gens dont on pouvait dire qu'ils avaient tort, c'était quand même bien rassurant. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je ne dirai pas que les coupables ont toujours raison. D'abord, parce que ça ne serait pas vrai. Ensuite, parce que ça ferait beaucoup trop plaisir à mes concurrents, qui pour 2 d'entre eux ont choisi pour enseigne, je le rappelle au jury, des criminels notoires. Acceptera-t-on qu'un groupe de dangereux individus viennent profaner ainsi ce sanctuaire où se sont exprimés les plus grands, de Jimmy Carter à Karl Lagerfeld, en passant par Étienne Wasmer? Non, pourtant, je l'avoue, avec un petit peu de honte, je l'avoue, j'ai tendance à donner raison aux coupables. Rien que pour la beauté du geste. C'est un art le crime. Quand je vois les plans diaboliques échafaudés par Milady, par Moriarty ou par Cruella, simplement pour faire le mal, mais je suis tout simplement scotché. C'est quand même un peu différent des magouilles à la Paul Bismuth. Si j'ai bien compris vos discours, ce dont rêve la donzelle en détresse de la triplette Hercule Poirot, c'est Patrick Balkany avec des tatouages maoris. Moi, j'ai plutôt un profil de gentil garçon, celui dont vous parliez au début, et je me demande si l'on peut dire que être un gentil garçon, pire qu'un crime, c'est une faute. Je crois que j'ai le profil pour répondre. C'est pas une faute d'être un gentil garçon, mais c'est pas suffisant. Nous, les filles, on a besoin de quoi? Pas que vous nous disiez, t'as besoin de quoi, ma chérie? Non, on a besoin de rêver, on a besoin d'aventure. Un petit peu de courage, messieurs, s'il vous plaît. Pouvez-vous imaginer le Joker sans maquillage, Mr. Renard sans Dr. Renault? Pouvez-vous imaginer un banquier sympa, un monstre sans dents pointues, Paris Hilton avec un cerveau? Non, bien sûr que non. Parce que jour après jour, tous, nous jouons un rôle. Et même, nous jouons plusieurs rôles. Et rien n'est plus normal. Nous changeons de masque dans chaque situation. La vie serait quand même moins belle si nous n'avions tour à tour le droit d'être joueurs, d'être parents, d'être amis ou bien amants, d'être menteurs, d'être gâteux, d'être incompris, d'être méchants, d'être poète, d'être mielleux, d'être rêveur, d'être amoureux. Alors oui, avançons masqués et étoffons notre collection. Assumons nos masques, n'en déplaise à tous ceux qui jour après jour nous disent « Mais sois toi pour une fois !» Non, parce qu'en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, ces gens-là, c'est que chaque masque, c'est moi. Ce principe ne s'applique pas qu'au pouvoir ou à ses aspirants. Il est universel. Pour me protéger dans mon avancée, j'ai tellement souvent rêvé d'avoir la cape d'invisibilité d'Harry Potter, non pas pour me traîner la nuit dans la bibliothèque, j'aurais bien trop peur des appariteur, mais plutôt pour devenir omniscient, me fondre dans toutes les situations. Cependant, la réalité des faits, aussi regrettable que cela soit, est que nous ne sommes pas encore capables de tels subterfuges. S'impose une première fois la solution du masque. Nous en portons tous, chacun à notre façon, moi y compris.
ne serait-ce que par respect pour les autres. Je possède tout un arsenal. Masque d'indifférence, masque d'hypocrisie, masque comique, masque tragique selon les circonstances. Comme vous, je m'efforce de rendre ces masques si parfaits qu'ils feraient rougir de jalousie Venise et Rio. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord vous identifier? Qui est Guillaume, qui est Rémi et qui est Guillaume? Il y a 2 chances sur 3. Guillaume et moi-même Rémi. Parfait. Alors, j'ai une question. On a parlé tout à l'heure, c'était le discours d'Alexandre Charnet, on a parlé du triomphe des Daft Punk grâce à leur casque. Ça m'inspire naturellement une question. Est-ce que vous pensez que le triomphe actuel de François Hollande est dû à son casque? Je me suis dévoué. Le triomphe de François Hollande, en soi, c'est déjà assez problématique comme intitulé. Est-ce que le triomphe de François Hollande est dû à son casque? Je n'ai pas encore le numéro de Julie Gaillet, mais j'y travaille ardemment. Oh mon Dieu! Mais ça va pas! Cet homme est nu! Complètement nu, mais j'accuse Robinson Crusoe, non pas d'atteinte à la pudeur, mais de crime de lèse-humanité. J'accuse Robinson Crusoe d'avoir assassiné avec préméditation son élégance. Non mais regardez-le, tout fier de retirer devant nous chemise, chaussettes, bretelles, oh, et bien plus encore, sur la plage abandonnée, devant coquillages et crustacés, j'accuse Robinson Crusoe d'avoir écaillé par son suicide culturel le fragile vernis qui persiste encore entre l'homme et l'animal. Et j'affirme que l'élégance est de mise, car elle est la clé de voûte de notre humanité. Ses chaussures sont impeccablement cirées. Son pantalon bleu nuit sied parfaitement à sa svelte silhouette. Sa veste est cintrée, sa chemise repassée, son col légèrement déboutonné. Ses cheveux sont peignés, son sourire avenant, son regard ardent. En somme, vous l'avez compris, je suis prêt. L'élégance est de mise ce soir et je la maîtrise. Le vêtement d'abord, l'apparence, c'est le socle indispensable de l'élégance. Pourquoi s'encanailler avec quelques sans-culottes des temps modernes, alors qu'il est si plaisant de discuter avec Ralph et Lorraine, Coco et Sonia, Christian et Jean-Paul? Oui, j'assume. L'habit fait le moine et l'accessoire, la distinction. Moi, j'ai une question un peu technique, puisqu'il a été question de Bernard-Henri Lévy. Je crois que c'est Lola, je crois, qui nous en a parlé. L'élégance, c'est quand la chemise blanche est ouverte jusqu'au milieu de la poitrine ou jusqu'au nombril? Tout dépend quel est le maître de l'élégance que nous voulons suivre. Si nous voulons suivre l'élégance, la vraie, il faut savoir reboutonner sa chemise, mais si notre maître de l'élégance est plutôt Patrick Sébastien, je pense qu'il est important de même la retirer entièrement, de laisser notre nombril, et même peut-être en dessous, car elle est là, la vraie élégance, l'élégance de la nudité humaine, l'élégance de la simplicité. Les preuves sont incontestables. Entre la désincarnation technologique et la réincarnation théologique, nous ne chiffrons plus. Nous sommes happés par cette frénésie, cette valse à 1000 temps, ce tourbillon, et nous sautons les pieds joints, les poings liés dans cette volupté.
qu'est l'immortalité. L'écume des jours disparaît lentement. Serions-nous à la recherche du temps perdu? Ce serait un combat vain, ce serait un long voyage, au bout de la nuit, si ce n'est de l'ennui. Inconscients que nous sommes. Si la temporalité se collapse, le présent, le passé, le futur seront mélangés, de sorte que demain nous avons vécu, mais hier nous ne vivrons plus. Le pénultième et l'ultime seront le début comme l'abîme, les chrysanthèmes déposés au baptême post-mortem. Le néant originel aussi décadent qu'irréel, l'incipit seulement l'explicite excipit. La mise au monde sera le cercueil des âmes aussi fécondes que moribondes, et le dernier jour du reste de ta vie sera fané, sans avoir vieilli. Ainsi, les mathématiques, dont les exactitudes et la symétrie font fantasmer plus d'un étudiant de Pierre et Marie Curie, sont perverties par des disciplines aussi viles que l'économie afin de servir à de vagues approximations et prédictions. Ces dernières s'avèrent-elles d'une quelconque utilité? Non. A-t-on déjà compté les jours d'un homme avec assez de précision pour savoir lui prédire sa mort? Non. A-t-on déjà pu estimer précisément la fin des jours de quelqu'un, le moment où dans les cœurs, les corps et les esprits, cet homme a cessé d'exister? Non. Nos jours, ceux de l'humanité, ne sont pas à compter, car ils s'étendent le long d'une ère dont on ne peut connaître ni la première ni la dernière seconde. Science, comme religion, essayent de les déterminer, mais n'y parviendront pas. Jamais personne, compteur ou comptable, ne sera là pour mesurer la date exacte du dernier souffle du dernier homme. J'ai une question pour le jeune homme de gauche. Vous pouvez baisser le oui. Est-ce que l'élégance est toujours de mise? Devant les rires audibles de la foule, j'ai supposé qu'il y avait un problème avec mon nœud papillon. Je ne me suis pas regardée, mais peut-être est-ce toujours le cas, je ne sais pas. Peut-être suis-je dans l'erreur totale, et si c'est le cas, je veux dire, si mon nœud papillon a un petit problème, je vous prie de bien vouloir l'excuser. Il se plaît à papillonner. Vous avez tous été très bons, le jury va maintenant délibérer. Va maintenant rendre son verdict. Il me reste à vous dire une seule chose, c'est le plaisir qu'on a eu à vous entendre, tous, ceux qui ont fait des discours, les paralympiques qui ont répondu aux questions seulement. Le troisième prix ou la troisième triplétade, qui est la triplétade Hercule Poirot. Pour remettre le deuxième prix, je vais demander à Monsieur Poutier et Madame Mélogno de monter sur scène. C'est la triplette Phileas Fogg. Et c'est bien sûr du champagne Tétinger. Et pour remettre le premier prix, Monsieur Frédéric Mion. Il me faut remercier pour les triplétades la première association qui a eu l'idée de lancer cette compétition, c'est-à-dire l'association sportive, qui n'est pas montée sur scène. L'association sportive a été ensuite rejointe, nous les avons vus sur scène, par le bureau des élèves, par le bureau des arts, par Sciences Po Environnement, dont le nom a été prononcé à plusieurs reprises ce soir depuis cette tribune, et bien sûr, a été rejointe par l'association Sciences Polémiques il y a maintenant 3 ans. Et bien sûr, je ne peux conclure ce bref discours sans remercier avec une chaleur particulière l'association Sciences Polémiques, son président Pierre-Noël Clausade et toutes celles et ceux qui œuvrent à ses côtés. Merci, merci beaucoup pour le travail que vous faites.
Vous faites vivre à Sciences Po toutes les formes d'expression, toutes les formes d'engagement, toutes les formes d'opinion. Et je crois que c'est un bonheur pour notre maison que l'art oratoire y soit si bien et si ardemment défendu. Donc merci encore Sciences Polémiques. Je le disais, le choix a été extrêmement difficile pour nous car les 4 équipes ont fait preuve d'un très grand talent. Mais celle qui, à nos yeux, s'est le plus distinguée, celle qui donc remporte le premier prix de cette épreuve d'éloquence des triplétades 2014, c'est l'équipe Arsène Lupin. Du coup, comme je suis la seule présence féminine au milieu de ce paquet de testostérone, c'est moi qui vais parler. Alors, on tenait à remercier particulièrement Sciences Polémiques, Sciences Po en général, et Grégoire en particulier, notre coach. Merci. Un petit mot supplémentaire. Un petit mot supplémentaire pour notre coach, à 3 d'entre nous, notre coach supplémentaire qui est ici ce soir, Bertrand Perrier, et qui nous a beaucoup aidé aussi pour cette épreuve.